Dans cette vidéo, nous abordons les principes de prise en charge des dermohypodermites et fasciites nécrosantes. La présentation est réalisée par le docteur Bessodou, sous ma direction. Tout d'abord, nous allons faire un point épidémiologique. La dermohypodermite bactérienne non nécrosante représente 10 à 100 personnes sur 100 000, quand la fasciite nécrosante, elle, sera évaluée à 1 personne sur 100 000 environ. Elle est certes beaucoup plus rare, mais extrêmement grave avec près de 30% de mortalité. Elle touche majoritairement l'adulte de plus de 40 ans, avec un âge moyen de 60 ans. Les principaux facteurs de risque de dermohypodermite sont l'obésité, une porte d'entrée cutanée, comme un intertrigo ou un mal perforant plantaire par exemple, le lymphœdème, et enfin, un antécédent de dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Les facteurs de risque de fasciite, eux, sont l'obésité, le diabète, l'âge supérieur à 60 ans, l'AOMI et l'insuffisance veineuse, la toxicomanie intraveineuse, et enfin, la prise d'AINS et toutes les formes d'immunodépression. Pour bien comprendre la physiopathologie de ces deux maladies, nous allons faire un bref point histologique pour rappeler les successives couches composant la peau. Il y a tout d'abord l'épiderme, puis le derme, suivi de l'hypoderme, puis des fascias, et enfin le muscle. Les dermohypodermites sont des infections intéressant l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Il en existe deux formes dont ce topo ne fait pas l'objet. Tandis que la fasciite nécrosante, elle, est une infection des fascias et des muscles. L'important est de bien comprendre que la physiopathologie n'est pas du tout la même, avec d'un côté une infection superficielle, n'évoluant pas ou très rarement vers la profondeur, et de l'autre côté une infection profonde évoluant progressivement vers la superficie. Mais il n'existe pas à proprement parler de continuum entre ces deux entités. Nous allons désormais passer à la présentation clinique, car le diagnostic de ces deux pathologies est essentiellement clinique. Tout d'abord, les dermohypodermites. Elles touchent essentiellement trois zones chez l'homme, à savoir le membre inférieur, le membre supérieur et la sphère cervico-faciale. Bien que 90% des infections touchent le membre inférieur. La dermohypodermite présente une symptomatologie bruyante, explosive, avec cependant une prolifération bactérienne peu intense. D'où l'inutilité de réaliser une documentation bactériologique à titre systématique. Tout d'abord, il existe un placard inflammatoire, rouge, chaud et douloureux, de début brutal, d'extension rapide et unilatérale. Sa limite est bien délimitée par un bourrelet périphérique, et peut être associée à une fièvre pouvant monter jusqu'à 40 degrés. D'autres formes peuvent cependant être observées, comme un aspect en peau d'orange. Enfin, un purpura ou des bulles sont également possibles, sans que cela ne soit un critère de gravité et ne doive nous faire évoquer une évolution nécrosante. Nous passons désormais à la fasciite nécrosante. Elle peut avoir une présentation initiale d'érysipèle, mais doit être suspectée devant des signes de gravité d'un sepsis. Altération de conscience, poly ou bradypnée, hypotension. De même, une induration ou douleur remontant au-delà des limites visibles cutanées, car il s'agit d'une infection évoluant de la profondeur vers la superficie. Ou alors, à contrario, une hypoesthésie liée à la nécrose des récepteurs sensitifs superficiels. Enfin, la palpation d'un emphysème sous-cutané est un signe tardif, évocateur d'une infection avec un contingent anaérobie. La clinique est un facteur prépondérant car on estime que 85 à 100% des diagnostics sont manqués initialement. Nous allons désormais aborder la partie imagerie qui joue un rôle marginal dans le diagnostic de ces infections dont le diagnostic est, je le rappelle, clinique. Le TDM a une sensibilité de 80% mais une très faible spécificité. Cependant, on peut retrouver un épaississement des fascias, un œdème intramusculaire, des abcès et enfin des collections aériques. L'IRM est la modalité d'imagerie de référence avec une sensibilité de 93%, mais ayant également une mauvaise spécificité. Elle est particulièrement importante également après le diagnostic pour guider les chirurgiens dans les éventuelles reprises chirurgicales. En 1998, une classification est établie par les équipes du Dr McGeer. Elle sera modifiée par la suite et est basée sur l'origine bactérienne des fasciites. L'infection nécrosante des tissus mous de type 1 résulte d'une infection polymicrobienne, comprenant habituellement des streptocoques du groupe A et un mélange de bactéries aérobies et anaérobies. Ces micro-organismes atteignent le tissu sous-cutané à partir d'un ulcère, d'un traumatisme ou d'une infection plus superficielle. Les streptocoques peuvent également provenir d'un foyer infectieux distant par le biais de la circulation sanguine. Elles représentent 90% des cas de fasciite. Le type 2 est monomicrobien. Il est le plus souvent causé par des streptocoques du groupe A et le staphylocoque doré est le deuxième agent pathogène le plus fréquent. Les patients sont en général plus jeunes, avec peu de problèmes de santé documentés.
mais ils peuvent avoir des antécédents d'utilisation de drogues intraveineuses, de traumatisme ou de chirurgie récente. Le type 2 représente 5% des cas de fasciite. Le type 3 est habituellement associé à des blessures aquatiques subies dans les zones côtières plus chaudes. Le Vibrio vulnificus est l'agent pathogène habituel. Les infections de type 3 présentent une propagation rapide, pouvant évoluer vers un décès dans les 24 heures. Enfin, le type 4 est une fasciite liée au SARM. En 2004, l'équipe du professeur Wong va établir un score de prédiction de fasciite nécrosante basé sur 6 critères, à savoir la CRP, les leucocytes, l'hémoglobinémie, la natrémie, la glycémie et enfin la créatinémie. Il va alors décrire 3 catégories de risques, bas, intermédiaire et haut, sachant que faire partie de la catégorie intermédiaire ou haute représente un risque de fasciite supérieur à 90%. Cependant, ce score présente une limite, c'est qu'il a été réalisé sur une population asiatique et par conséquent n'est pas totalement extrapolable aux autres populations. Nous allons désormais aborder la partie traitement. Tout d'abord, la dermohypodermite bactérienne non nécrosante. Elle peut se traiter en ambulatoire, mais peut parfois nécessiter une hospitalisation sous certains critères, à savoir le doute diagnostique, des signes de gravité locaux ou généraux, le risque de décompensation d'une pathologie associée, un âge supérieur à 75 ans, et l'absence d'amélioration dans les 24-48 heures, d'où l'intérêt de délimiter la zone inflammatoire au feutre. Dans tous les cas, le traitement est le même, à savoir une antibiothérapie pendant 7 jours, par amoxicilline en première intention ou pristinamycine ou clindamycine per-allergie, un traitement symptomatique par antalgique de palier 1, un repos au lit avec surélévation du membre jusqu'à régression du phénomène inflammatoire et une contention veineuse d'amélioration de la douleur. Enfin, on traitera une porte d'entrée si jamais elle est retrouvée. Nous allons désormais aborder le traitement de la fasciite nécrosante. Après le diagnostic, rien ne doit retarder la prise en charge, car après 24 heures de retard, le risque relatif de décès augmente d'un facteur 10. C'est une urgence médico-chirurgicale. Pour cela, le premier temps du traitement sera chirurgical, avec un débridement large de l'ensemble des tissus nécrosés et ouverture des fascias. Un parage très extensif fait passer le risque de décès de 34 à 4%. Il sera suivi d'une antibiothérapie, large spectre, pour une longue durée. Nous allons désormais aborder les complications post-opératoires, avec tout d'abord la déshydratation, liée à la large excision cutanée, nécessitant une surveillance hémodynamique, la dénutrition, car en raison des grandes plaies chirurgicales et de la demande métabolique accrue des patients atteints de fasciite nécrosante, les besoins caloriques attendus peuvent être doublés. Et enfin, les douleurs, liées au débridement chirurgical. Pour conclure, on retiendra qu'il existe un agent infectieux largement majoritaire, le streptocoque A, qu'il existe 2 entités à bien distinguer, la dermohypodermite et la fasciite nécrosante, et enfin qu'il existe 3 clés thérapeutiques, le temps, le débridement chirurgical agressif et une antibiothérapie large spectre.